êtes là aussi? Alors vous l'avez sans doute deviné, c'est à Lille que Micheline m'a entraînée cette fois-ci, capitale des Flandres et du Nord-Pas-de-Calais. Alors Lille au départ, au Moyen-Âge, c'est un petit morceau de terre enserré entre plusieurs affluents de la Deûle. C'est donc un port de commerce, ce qui préfigure sans doute sa vocation de cité commerçante, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, mais c'est aussi une cité culturelle très active. Alors il faut savoir qu'elle a été successivement flamande, bourguignonne, espagnole, puis française, récupérée par Louis XIV. Et d'ailleurs, Vauban en a fait une magnifique citadelle. Et ce sont toutes ces strates de culture dans lesquelles on va rentrer par le biais de la cuisine, bien sûr, un peu à l'image de la polychromie de la ville d'ailleurs, entre les briques, les pierres blanches et les pierres bleues. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Nous, comme à l'accoutumée, pour rester fidèles à nos habitudes, on va s'intéresser à la gastronomie traditionnelle, ménagère, de la Flandre en l'occurrence, avec le coq à la bière, le hochepot, l'une des plus vieilles recettes de la région, et la crème brûlée à la chicorée. Ça, je soupçonne que la recette est un petit peu plus moderne. Allez, on va retrouver le plancher des vaches, mais avant de redescendre, je voudrais vous faire admirer l'un des beffrois de Lille. Celui-là, c'est celui de la Chambre de commerce, qui est sans doute l'un des plus beaux bâtiments d'ailleurs de la ville. Et de l'autre côté, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, le beffroi de l'hôtel de ville. Et au milieu, l'hôtel Carlton de Lille, autre attraction touristique plus récente. Une ville aux nombreux atours, dont sa grande place, la place du Général de Gaulle, en hommage au Grand Charles, né à Lille en 1890. C'est au cœur de ces façades éclectiques que je vous propose de retrouver Vera Dupuy. Historienne et auteure de plusieurs ouvrages sur Lille et sa région, Vera éclaire les curieux d'anecdotes matinées de son petit accent allemand. Ce qui fait particulièrement plaisir, du moins à moi, c'est que cette grande place est dominée par 4 femmes. Il y a nos 3 grâces dorées. Vous avez la Flandre avec son bateau. Vous avez au milieu l'Artois avec les gerbes de blé qui représentent les riches terres d'Artois. Et vous avez à droite la Grâce qui tient le pigeon parce que les Hainaut avaient des mines et les mineurs, en passe-temps, avaient bien sûr élevé ces pigeons. Mais la 4e femme, c'est la déesse. Elle tient dans sa main gauche le bout de feu pour allumer les canons. Des femmes qui continuent à veiller au grain, bienveillantes envers les Lillois. Passée de main en main, la ville ne devint française qu'en 1668. Vera tient absolument à nous montrer maintenant le plus beau bâtiment de la ville, selon elle, la Vieille Bourse, construite en 1653, historiquement le carrefour des grandes foires du Nord. Cette vieille bourse qui illustre le génie lillois du commerce, eh bien, elle est de toutes les fêtes. Du haut du balcon, par exemple, on jetait une fois par an, au mois de mai, sur la foule, amassé ici des cooks et des gneuls. Ce sont de petits gâteaux secs. Il faut savoir, les Lillois aiment le sucré. On dit gentiment en patois, ce sont des boucs à chuc parce qu'ils mangent des gaufres, ils mangent des cramiques et bien sûr des tartes à chuc. Un site toujours animé par les commerçants puisque bouquinistes et autres petits antiquaires prennent place chaque jour dans la cour intérieure. Vous voyez, dans ces villes du Nord, on n'a pas tellement l'habitude de trouver comme dans le Midi des grands cours, des patios avec ce cloître où on peut se promener. Lille, une véritable invitation à se promener. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la ville a décroché sa 3e étoile au guide vert Michelin en 2011. Surtout, faites comme tous les Lillois, comme tous les touristes. À Lille, il faut lever le nez pour admirer nos façades en couleurs, en briques, en pierres et sculptées. Bye bye, à bientôt. Dans le Nord. Alors nous voilà à la ferme du Vinage. On a parcouru environ 20 km de Lille
en direction de l'Est. On est à 2 pas de la Belgique. Et cette ferme, elle est en polyculture, comme autrefois la plupart des fermes d'ailleurs. On y élève des vaches, on y élève des cochons. Les vaches servent à faire notamment du fromage. La ferme produit aussi des fruits et des légumes. Et chacun, grands ou petits, peut venir dans les champs faire sa propre cueillette, selon les fruits et les légumes de saison évidemment. Figurez-vous que la ferme est exploitée par la même famille depuis 9 générations. C'est dire si au village, on a vraiment un sens de la transmission. Vous me suivez les enfants ? Aujourd'hui, c'est Géraldine, jeune agricultrice de l'exploitation, qui accueille justement un groupe d'enfants venus s'initier au plaisir de la cueillette. Une jolie cour de récré. Je vais vous emmener, regardez, là il y en a plein. Les petits Lillois qu'on reçoit, mais pas que les citadins, ça peut être aussi des ruraux parfois, c'est ça qui est surprenant. Ils ne savent pas toujours comment poussent les légumes. Par exemple, les petits pois, ils sont toujours surpris de voir comment ça pousse, que les tomates soient vertes avant d'être rouges. Voilà, là, on leur apprend pas mal de choses. Est-ce que vous avez goûté les fraises? Alors, est-ce qu'elles sont bonnes? C'est bon? Ça vous plaît? Ouais. Une démarche pédagogique que l'on retrouve de plus en plus en France et qui a pour vertu de reconnecter chacun aux produits du terroir et de la saison. Géraldine quitte ses petits gourmands en herbe pour une toute autre cueillette. Donc là, je vais cueillir de l'ail pour ma tante qui va cuisiner avec Julie le coq à la bière. C'est des recettes qui sont, c'est vrai, transmises dans la famille. On est une famille où on cuisine beaucoup. La bière dans le Nord, c'est une grande tradition. On a beaucoup de fabricants de bière, de culture de houblon. Enfin, c'est vraiment culturel dans la région. Et donc oui, ça se traduit dans la cuisine. Alors, recettes salées avec des volailles, etc. Et nous, on l'utilise aussi dans le fromage. Le carré du vinaigre, il est brossé à la bière. Ail, oignons et bouquets garnis dans le panier, Géraldine vient à ma rencontre avant de filer en cuisine, rejoindre sa tante. Bonjour. Bonjour. C'est ma tante. Alors, là, c'est direct du champ alors. Oui. C'est ta tante qui cuisine. C'est ma tante ça, qui cuisine aujourd'hui. Donc on va aller la voir et je lui ai ramené un peu. C'est vraiment une ferme familiale. Ouais, ouais, c'est vrai. Pardon. Pris. Je vais tout droit. Bonjour Chantal. Voilà, donc je te présente Chantal. Quelques légumes, bonjour. Ah, génial. Il me les fallait. Vous êtes déjà à l'œuvre? Oui. Alors, la reine du coq à la bière, c'est vous? Oui. Dans la famille, Dans la chacun famille, a sa recette un peu, c'est ça? C'est une recette qu'on fait souvent dans la famille et c'est vrai que toi, tu l'as fait particulièrement bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Alors, je vois qu'elle est déjà au travail, Ok. hein, je vais m'y mettre aussi. Géraldine, Bon, tu restes avec nous? Non, moi je vous laisse cuisiner. D'accord. Je retourne à la cueillette et je reviens tout à l'heure. Ok, ça marche. Alors, raconte-moi Chantal, du coup, cette recette, ça consiste en quoi? Alors, on va éplucher les champignons. Ah, tu les épluches, les champignons. D'accord. Donc voilà, et puis je vais sortir le coq. Coq. Alors, j'ai entendu dire que cette recette de coq à la bière, et d'ailleurs les recettes de coq en général dans la région, venaient du fait que les combats de coq étaient très courants et étaient encore autorisés. C'est une des rares régions en France où c'est encore utilisé, Oui, autorisé. il y a encore quelques endroits. Parce que c'est très où- traditionnel. Oui, c'est ça. Alors toi, t'as pas organisé un combat de coq pour cuisiner la recette? T'es allé chez quoi? Chez ton volailler, c'est ça? Ou chez un fermier? Chez un fermier, en fait, qui fait les volailles, Alors, je cuis les morceaux dans du saindoux. Ouais, dans du saindoux, de la graisse de cochon. Ouais, voilà, Bah oui, ici vous élevez des porcs, donc c'est une matière qui ne doit pas manquer. Le saindoux mis à chauffer, Chantal épluche l'ail frais. Quant à moi, je coupe le pain d'épices en petits cubes, l'autre touche flamande. Mais tout ça, t'es sûr? Oui. Il n'y en a pas trop. D'accord. C'est un gros coq. Hein. Ok. Et je fais pareil avec le lard, je coupe des petits dés. Oui. Bon, je vais mettre dorer les morceaux. Ouais. La bête. T'es sûr qu'on met tout ce lard là dedans? Tu veux que je fasse les 3 tranches? Parce que ça me paraît beaucoup quand même, non? Non? Non, c'est bien. Ça va donner un petit goût fumé. Ah bah ça c'est sûr, Le plus coq. qu'un petit même. Ouais.
En fait, il faut bien surveiller que ça dort bien, mais que ça ne brûle pas. Et les oignons qu'a cueillis Géraldine, je les mets aussi? Oui, on va en mettre 4. D'accord. 4. Bien, donc maintenant c'est bien doré, je vais baisser. Ça va, tu t'en sors avec ton coq? Oui, ça y est. Ah, ça se mérite. On ajoute alors les lardons et les oignons coupés en 4. Tu les fais pas dorer du tout? Non. Ainsi que la farine. Et tu mets de la farine malgré la présence du pain d'épices? Oui. Autour de l'ail pressé d'être ajouté, ainsi que le pain d'épices et la bière brune au parfum si prononcé. Donc on va mettre le sel poivre et on met au four 2 heures. Ah, ça cuit au four, d'accord. Oui, ça cuit au four. C'est bien pour les plats mijotés parce que ça cuit d'une façon plus homogène que lorsque ça cuit que par en dessous, tu as raison. À quelle température? À 200. 200 degrés? Ouais. Ah oui, c'est vif comme chaleur. Alors, est-ce qu'on a tout mis? Il nous reste les champignons. Les champignons, on va en mettre un peu, mais on les met en fin de cuisson. En fin de cuisson. Tu veux qu'on en mette quand même pour parfumer un peu, c'est ça? Oui, voilà. C'est vrai qu'au départ, l'aspect avec le pain d'épices. J'ai l'habitude du ragoût qui ne ressemble à rien, je dois dire. Mais à l'arrivée, c'est souvent les meilleurs. Oui, voilà, c'est ça. Tu me fais rire, on dirait moi dans ma cuisine. Je vous rassure, c'est pas joli, mais ça va être super bon. C'est ça. La plaque, merci. Hop là, c'est parti. Je vais aller noter tout ça sur mon petit carnet. Je vais me trouver un coin de campagne. Un coin au soleil. Bucolique, ouais. À tout de suite. Oui. Pour honorer la tradition du coq à la bière comme Chantal, voilà ce qu'il vous faut. Un coq de 2,5 kg découpé en morceaux, 1,5 litre de bière brune si possible, 3 à 4 oignons selon leur taille, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de farine, 300 g de pain d'épices, 250 g de lard fumé, un bouquet garni et du saindoux. Ajoubliez quelques champignons de Paris dont la deuxième partie est intégrée 15 minutes avant la fin de la cuisson et avant le service de bonnes cuillerées à soupe de crème fraîche pour diluer la sauce. Et c'est au verre que l'on s'attable avec Géraldine qui nous a rejoints comme promis. Alors, magnifique. Tu sais que c'est mon... Bah, écoute, c'est fou, mais c'est mon premier coq à la bière. Ah! Truc de dingue. Allez, c'est moi qui vous sers. Oui, parce que habituellement, moi, je sais pas. on ne sert pas ça avec ni des pommes de terre ni des pâtes. Si, plutôt. pommes de terre vapeur. Pommes de terre sautées, plutôt des pommes de fois. terre. Dans le nord, on est fort pommes de terre. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rizières dans le coin. Non, il n'y en a pas du tout. On va mettre un peu de sauce, elle a l'air délicieuse. Ah, ça sent Ouais, en fait, vrai. le pain d'épices a complètement fondu. C'est bon. On sent bien la bière. Ah oui, on sent vraiment la bière. Hein. C'est très bon. Tu sais, paradoxalement, je dois te dire que j'aime pas la bière, moi. C'est un produit qui ne me parle pas trop. Mais cuisiner, je trouve que c'est délicieux parce que c'est très nuancé, il y a de l'amertume, en même temps c'est compensé par les épices. Ouais, c'est compensé par le pain d'épices, en fait, l'amertume. Et le coq est sublime. Hein. Comme je vois qu'il en reste quand même pas mal, tu as été très généreuse. Moi, ça me donne une idée. Si par hasard vous seriez disponible demain pour un repas, un grand banquet, avec tous les gens que j'aurais rencontrés pendant mon voyage, certains sont agriculteurs, d'autres pas, ce sont tous des passionnés de cuisine, et chacun vient avec sa spécialité. Donc le coq à la bière est bienvenu, outre vous, le fromage aussi. Enfin voilà, si ça vous tente. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Ça devrait être plutôt sympathique et gourmand. Et puis comme ça, on partage les recettes, c'est rigolo. Tiens, on va s'intéresser à une activité originale, mais assez représentative de la région. On va rencontrer Bernard qui est carillonneur. Ça n'est pas son métier, mais c'est assurément sa passion. Et en l'occurrence, il va sonner le carillon de Notre-Dame de la Treille, qui est la sainte patronne de Lille. Alors je peux vous dire qu'il a du boulot dans la région parce que la Flandre, on dit la Flandre, hein, non pas les Flandres en France, compte beaucoup de campaniles, de carillons et autres beffrois. Bernard, à toi de jouer. Maestro, je vous en prie. On le retrouve au sommet du Campanile, une tour étonnamment séparée de la cathédrale et qui abrite le seul carillon à clavier manuel encore en fonctionnement à Lille. Un instrument inauguré en 1924 qui n'a cessé de sonner depuis et dont Bernard est le carillonneur titulaire.
Alors sur ce carillon de 3 octaves, nous avons la possibilité de jouer un petit peu tous les types de musique, que ce soit donc du répertoire classique, du répertoire religieux, du répertoire contemporain ou voire plus rythmé. Et donc nous essayons d'agrémenter cela selon les périodes, les saisons. Alors je vais vous donner un petit exemple et pour cette petite démonstration, eh bien, j'ai choisi une chanson qui est quand même assez caractéristique de notre région et qu'on appelle le petit quinquin ou la canchon d'Ormoire, qui est au lillois, le rythme local. Et comme tout bon carillonneur, Bernard enfile des gants pour lancer la ritournelle. De quoi amortir les coups. La mélodie, eh bien, elle est plus agréable à écouter de l'extérieur plutôt que de l'intérieur du carillon. Voilà, c'est un des petits inconvénients, mais on apprend avec les années, je veux dire, à se servir le mieux possible de chacun des carillons. Et il y a même donc des clochers où nous n'entendons pas toutes les cloches tellement elles sont décalées par rapport à la cabine du carillonneur et nous devons installer des retours sonores pour profiter de toutes les sonorités. Une oreille qui s'affine à force de pratique et de technologie. On a comme ça vu apparaître, en tout cas notamment vers le 15e ou 16e siècle, dans la région des Flandres, des horloges agrémentées de sonneries. Ces sonneries ont commencé bien sûr par quelques cloches qui harmoniquement ont permis de les étendre à 1 voire 2 octaves avec une association d'un clavier à bâton comme on disait à l'époque, et qui ont été les prémices du carillon. Et cette musique du carillon est venue un petit peu égayer la vie des villes. Les premières écoles de carillon se sont installées ici dans notre région du Nord. Pour terminer, puisqu'on est sur un carillon, une petite dernière surprise pour Julie. C'est les carnets de Juju, c'est énorme. Ah, merci Bernard. Ah, c'est super mignon, ça me touche vachement. Je suis étonnée que les gens ne dansent pas dans la rue, sur cet air si entraînant. Salut Bernard. Bon, maintenant, nous, on va passer à la cuisine. On y revient et on va cuisiner le hoche-pot. Le hoche-pot, si j'ai bien compris, parce que je dois vous dire que je connaissais la recette de nom, mais je ne l'ai jamais réalisée. C'est une sorte de pot-au-feu, mais très locale. Et c'est surtout une recette très très ancienne qui remonte quasiment au Moyen-Âge. Et c'est un charcutier qui va nous préparer ce plat. Il s'appelle Luc, il habite à 10 minutes du centre de Lille. Et c'est un passionné non seulement de son métier, mais surtout du cochon. Il n'y a pas que du cochon dans le hoche-pot. C'est lui qui va nous raconter tout ça. Oups. Les flamandes dansent sans rien dire au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans rien dire, les flamandes ce n'est pas causant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans, il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, et le bedeau, et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elle danse, les flamandes, 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 les flamandes. Hoche-pot ou pas hoche-pot? Bonjour Luc. Bonjour, c'est Julie. Oui, 8e, je t'ouvre. Merci. Bonjour Julie. Oh, mais quel accueil. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Mais oui, je vois que tu es déjà à l'œuvre. Ah bah oui. Mais bonjour toi, comment t'appelles-tu? Bulle. Bulle, petit bulldog. Je m'attendais à voir un petit cochon chez toi, mais... Oh, ça ressemble, hein. Ça ressemble, oui, c'est vrai. Ça J'osais grogne pas et ça le ronfle dire. comme un cochon. J'avais peur qu'ils le prennent mal. Ah bah je vois que néanmoins, ils sont là, ils sont bien là. Oui, parce que toi tu fais collection de cochons, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est drôle.
Alors nous, on va cuisiner que du cochon? Non, il y a plusieurs viandes. Non. Montre-moi. Ah bah voilà, Non. elles sont là les Voilà. viandes. On va redescendre quelques siècles en déjà. arrière pour essayer Oui, parce de que c'est comprendre une un recette petit peu. très ancienne, c'est ça, hein? Voilà, oui. Les premières traces sont au XIIIe siècle, donc c'est le hoche-pot. Et comme dans beaucoup de régions de France, le principe de la cuisine, c'était également une manière de conserver, puisqu'il n'y avait pas les frigos, etc. Et le hoche-pot, c'était le plat qu'on mangeait sur la semaine, parce qu'en vérité, c'est une marmite qui traînait au bout du feu et qu'on remplissait un peu tous les jours, voilà, et qu'on remplissait un peu tous les jours, voilà. Bon, je me lave les mains, on va démarrer. Et alors cette recette, tu la tiens de qui? Elle est familiale? C'est familial, c'est Ouais. familial. Et quand je l'ai vu, moi, c'est d'abord dans la marmite de ma grand-mère qui est. Ah, c'est la qui est là. marmite de ta grand-mère? Voilà, ma grand-mère maternelle. Voilà, elle a Et tu cuisiné continues pour la de famille. cuisiner avec cette marmite? Non, j'ai Non. une version un peu plus, Ouais, un peu plus adaptée, moderne, oui, je vois ça. oui. Mais toi, ta recette, c'est quoi alors? Raconte-moi. Une poule, parce que la basse-cour, dans les fermes, il y en avait toujours, Oui, et on bien tuait quand même toujours une poule. Donc il y a la queue de bœuf, Ouais. donc, qui est là, donc, qui était le plat du général de Gaulle. Oui, parce que le Donc, général de Gaulle était lillois. Voilà, c'est Et ça, il c'était est un né plat à qu'il Lille. appréciait? C'est un plat qu'il appréciait et c'est connu pour ça. Donc j'ai mis du cœur de plat de côte coupé en petits morceaux, ce qui fait que la viande, le bouillon donne plus de goût à la viande. Bien puisque sûr. la surface de contact viande-bouillon est plus importante. Ah, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Et ça, c'est quoi alors? Ça, c'est de la Alors, poitrine? Ça, c'est de la poitrine demi-sel D'accord. et des queues de porc. Queue de cochon. Voilà, des petits queues de cochon. Ah, je me souviens d'avoir farci en Bourgogne des queues de cochon. C'était un peu plus grosse que celle-là, heureusement, sinon j'aurais galéré. Et ça, c'est quoi comme viande? Alors, de l'agneau. Moi, Tu mélanges également de l'agneau. Épaule? Oui, là, j'ai mis de l'épaule. C'est pas ce qu'on met couramment, D'accord. mais et c'est un petit jarret. Et ça, c'est un petit jarret. Un petit jarret de D'accord. porc. Et les pieds? Les pieds de porc. Les pieds de pieds de cochon. porc qui sont déjà bien D'accord, mangés. pas mais de veau? Pas de veau. Des viandes qui vont cuire dans un bouillon de volaille fait maison et à chaud. On dit que ça privilégie la qualité des viandes. Oui, ça privilégie les qualités des viandes, mais là en plus ça va, le bouillon va pénétrer quand même parce que c'est tous des petits morceaux. Bien Et sûr. comme c'est une cuisson très longue, l'osmose se fera. Mais avant cela, pour parfumer davantage encore ce bouillon, il faut ajouter du céleri et des oignons que Luc émince. Ils se consomment, tu les mangeras, Voilà, tu voilà. le serviras. Oui, D'accord, c'est pas juste pour aromatiser. Non, c'est C'est amusant ça. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de l'oignon piqué de clou de girofle. Bon, je vais peut-être t'aider. non, ouais. Tu en mets Voilà, 4? tout bêtement, oui, 4. Ah oui, dis donc, tu mollis pas. Non. Dès que ça bouge, je vais mettre les viandes qui demandent le plus de cuisson. Pied de Alors porc, oui, décroissant du coup, alors raconte-moi. voilà. Pied de porc, queue de bœuf, Ouais, combien? Poule. 3 heures? c'est 3 heures minimum. D'accord. Au bout d'une heure, je vais mettre le bœuf. Comme c'est en petits morceaux, il ne faudra pas tout à fait 3 heures. Ton plat de côte. Et une heure après, je vais finir par l'agneau, le lard demi-sel et le reste des légumes. Et les queues? Et les queues dans la dernière heure aussi. D'accord. Ils D'accord. sont rapides. On va y aller. Tout bon, on ne se fait pas de bile. La poule. Profitons-en pour prendre en note cette recette flamande, véritable régal des amateurs de viande. Pour réussir le hoche-pot comme Luc, commencez par la poule découpée, les 3 pieds de porc et la queue de bœuf. Au bout d'une heure, ajoutez 1 kg de plat de côte coupé en petits morceaux, 600 g de lard demi-sel, 1 kg d'épaule d'agneau désossée et 400 g de queue de cochon. Tout cela plongé dans 3 litres de bouillon de volaille, lui-même enrichi de 4 oignons, 1 pied de céleri, 5 à 6 carottes, 3 navets, 3 poireaux, 10 pommes de terre Charlotte et 2 cuillères à soupe de sel fin. N'oubliez pas le poivre. Vous l'aurez compris, la proportion de viande est plus importante que celle des légumes. Eh ben voilà, je le tiens. Une cuisson somme toute assez longue, mais une préparation simple qu'il me tarde de goûter. Le temps de mettre la table et Luc a dressé un plat plutôt généreux. Mais pour débuter, faisons honneur au bouillon. Voilà. Ah, le Un petit petit bol cochon. cochon, c'est super mignon. Magnifique. Alors, traditionnellement, il se mange, enfin, il se boit plutôt en même temps, avant, après? Avant. Avant, d'accord. Oh, bah, superbe. Voilà, je vais chercher le plat. Voilà. Voilà. Un petit dîner en amoureux. Magnifique. Il y a l'opulence. Les travailleurs des champs, il fallait les nourrir. Hein. Alors, je ne suis pas tout à fait le prototype du travailleur des champs, mais je veux bien me nourrir néanmoins. Parce qu'en plus, c'est vraiment la première fois que je cuisine et que je goûte ce plat, figure-toi. À la tienne. Ouais, santé. Qu'est-ce qu'on dit ici? Rien? Santé? Non, Il santé. n'y a pas une tradition particulière? Il est très très bon ton bouillon. Hein. Très très bon. Ah, j'adore ça, c'est revigorant. Il n'est pas trop salé et il est très parfumé. Très équilibré. Bon, alors on se sert comme ça, on pioche? Ouais, moi je vais faire des petites assiettes.
Allez, Allez. c'est parti. Merci beaucoup. Hop, hop. Pas de jaloux. Voilà. Allez, hop. Eh ben, écoute, on va voir ça tout de suite. Niveau qualité. Elle est bonne ta poule. C'est très bon parce qu'on a vraiment le goût de chaque produit avec des textures différentes, du gras, du maigre. Délicieux. Demain, dans le vieux Lille, dans une maison, on va se retrouver avec tous les gens que j'aurais rencontrés pendant mon voyage. Et je leur ai dit qu'il y avait un hoche-pot, je peux te dire que ça en a fait rêver un bon nombre. Parce que je me suis aperçue qu'effectivement, c'était un plat qui n'était pas si courant, qui était connu de tous, Voilà. qui faisait partie de la culture collective, mais qui n'était pas finalement très courant. Le rendez-vous est donc pris avec Luc qui se fera un plaisir de faire redécouvrir le hoche-pot à ses voisins lillois. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord. À présent, on va s'intéresser à une jeune pousse de la gastronomie lilloise, flamande plus largement. Il s'appelle Florent Laden. Il a repris l'auberge paternelle dans la campagne flamande. Et puis, ça a très bien marché. Il a même été finaliste d'un célèbre concours de cuisine télévisé. Il a eu envie de nous emmener rendre visite à l'un des producteurs auprès desquels il se fournit, puisqu'il travaille essentiellement en direct avec les producteurs, dans la région bien sûr. Et celui-ci travaille en agriculture sauvage. Je ne vous cache pas que je ne sais pas trop ce que c'est, mais moi, qu'on peut dire, c'est que ça m'intéresse. Wild farming. Hey, Ah Florent, ça va? ça va Driss? Toujours en train de travailler? Bah, je suis en train de chercher un peu l'oxalis que j'ai trouvé. Trèfle à 4 feuilles. Oui, trèfle à 4 feuilles. T'es l'homme le plus chanceux de Flandre, toi, non? Bah, ça nous rend heureux, je sais pas, c'est quoi? Faut goûter. Ça va? Ça va bien, très bon. Oui, elle est bien acide. Bon, on est chez Driss ici. Driss, c'est un des maraîchers avec lequel je travaille. C'est un mec qui fait des produits extraordinaires qui font que ma cuisine est ce qu'elle est. Driss, en fait, ça s'arrête pas juste au principe du bon, bah tiens, on va planter des choux. Une fois que les choux-fleurs poussent dans l'agriculture conventionnelle, on va couper la tête, donc le chou en lui-même, et ensuite, on va virer le reste. Driss, ses choux, il les laisse 2 ans dans la terre. Et puis une fois qu'il a coupé la tête, le chou principal, il y a c'est le principe des ramifications hein, sur les arbres. Il y a plein de petites pousses qui vont revenir, et ça, c'est génial. On laisse aussi tous les plantes avoir leur vie, toute leur vie. Driss laisse ainsi la nature suivre son cours pour produire jusqu'à 1000 espèces différentes par an, avec parfois jusqu'à 10 déclinaisons d'une même plante. Et c'est parti pour une cueillette dont le contenu est un peu le fruit du hasard. Si on peut aller. Donc l'idée, c'est de montrer à Julie qu'on a un super beau terroir ici, quelque chose de vivant. Et j'aimerais montrer aussi autre chose que l'endive au gratin, tu sais. Bah, on a assez, tu le sais. Hein. Ça t'intéresse, Moutard? Comme d'habitude, ouais, super, moi j'adore ça. On a fait les fleurs juste avant qu'ils soient en graines. C'est fort, hein. Superbe. Et t'es dispo, toi? Pour venir manger? Où ça? À Lille. À Lille. La capitale des Flandres, tu connais? Ah bah oui, bah oui. Et voilà, fleurs d'oxalis sauvages, là. Ah, chouette. Les Antoinettes. Ah, ça c'est bien. Ça c'est génial. On peut trouver des capucines si tu veux. Superbe. Ouais, T'as besoin de elles sont combien? petites comme ça, c'est génial parce qu'en fait, la capucine, on va en mettre 2 par personne, juste, ce sera suffisant. Et quand je mets de la capucine, j'utilise pas de poivre. Bon, qu'est-ce que tu as à me montrer ici? Alors, on est en train de Ça faire. sent bon aussi, Oui, on est en train de faire les tomates. C'est quoi ça? Les graines de coriandre. Ce sont des bombes, hein. Et je vais mettre ça en capre. Tu les donnes juste une petite cuillère en or qu'ils peuvent prendre une par une, hein, avec un picon ou quelque chose. D'accord. Voilà. Le caviar des Flandres. Ouais. Quand je vois des produits comme ça, forcément, ça m'inspire parce que pour moi,
Pour moi, c'est génial. Je cherche pas forcément à faire de la créativité à tout prix parce qu'il faut que ce soit bon quand même. Donc, je mets toujours de la crème, toujours du beurre. Voilà, quand c'est la cuisine, ça reste de la cuisine. Je fais quand même des jus, des vraies sauces, comme on peut les apprendre dans les bases de la cuisine française. Mais quand je viens ici, à chaque fois, j'apprends, quoi. Et puis, venir ici, c'est comme être assis sur les bancs de l'école pendant un mois. Donc, encore les choux raves. Bah, j'en ai encore ce que j'ai cueilli ce matin, si t'en veux. Oui, t'en veux combien? Il m'en faut 6, s'il te plaît. Ok. Je vais les chercher. Hein. Ok, ça roule. À toutes. À toutes. Je continue ma petite promenade. En tant que cuisinier, on a beaucoup à apprendre des producteurs, beaucoup à apprendre des agriculteurs, notamment des mecs comme Driss. Et c'est bien, moi ça m'a vraiment fait évoluer, et puis ça me fait plaisir, c'est des belles rencontres en plus. Ah, salut. Bien. Voilà, j'ai mis encore un peu des oignons. Super. Les blancs. Bien. Merci. Et les choux raves, ils sont prêts. Cueillette ce matin vers 6 h. Génial. T'as de la chance. Ils sont très beaux. Ouais. Allez, à toutes. Ok. Tu viens, hein? À toutes, oui. J'ai fait tout. Bien. Je vais voir avec les mecs là. Ciao, ciao. Ciao. Le panier rempli, Florent file vers son restaurant lillois, dans un ancien atelier de menuiserie, le Blompot, le pot de fleurs en flamand. Le chef, jamais à court d'inspiration, se lance alors dans sa recette et pour cela innove pour rendre son chou rave irrésistible. Essaye de surprendre un peu. Non, juste avec le fait que ce soit du chou rave, qui est un légume pas super connu, mais aussi avec la texture. L'idée qui a germé dans la tête du créatif Florent, réaliser une fleur. Il commence par passer son chou rave à la mandoline. Puis, à l'aide d'un emporte-pièce, il enroule les lamelles. Un peu d'huile et la plancha, on va vite voir ce que ça donne. La fleur de légume est ainsi saisie, puis nourrie au beurre. On va faire quelque chose de très brut, mais en même temps très naturel et travaillé. C'est ça que j'aime en cuisine. C'est cacher la technique, cacher le travail, pour vraiment se focaliser sur le produit. Et ça va être chouette, je pense. Bon, il va quand même falloir que je goûte ça. Il va falloir être prêt. Ah, ça va être chouette. Un essai qui s'annonce prometteur et que Florent va pouvoir peaufiner d'ici notre banquet lillois. C'est un jour qui ressemble à dimanche. Avril a des allures de juillet. Le ciel clair du nord de la France illumine la vieille cité. Sous la déesse, les passants défilent. Un soleil d'or veut les réchauffer. Sous leurs pieds, quelques pavés tranquilles restent témoins. Nous voilà chez Michel, qui habite au cœur du Vieux-Lille, une très jolie maison d'ailleurs, à côté de l'église Sainte-Catherine. Michel va nous cuisiner un dessert, ça nous manquait pour le banquet. Une crème brûlée, bon ça je vous l'accorde, c'est pas très flamand, mais une crème brûlée à la chicorée. Là déjà on est beaucoup plus local. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de m'accueillir. Non, oui. Bienvenue. Dans cette belle maison. Et ancienne maison, j'imagine aussi. Oui, fin 17e. Fin 17e. Remise au goût du jour. Un petit peu, oui. Et vous collectionnez les rhinocéros? Oh là, mais oui. dites donc, Il y en a quelques-uns. Il n'y a que des collectionneurs ici à Lille. Oui. Ah bon, il y en avait d'autres? Ah bah oui, je quitte un collectionneur de cochons. De cochons, hein. Ouais. Les rhinocéros, c'est moins courant, hein. C'est moins courant. Bah, surtout que les charcutiers, vous ne vendez pas de la viande de Je ne vends pas rhinocéros. de viande, pas encore. Tant mieux, je mets ça là. Allez-y, oui. La dernière séance. Une crème brûlée à la chicorée. Absolument. Les produits de base sont bien sûr des produits naturels, hein, œufs, crème, lait, etc. Bon, ça c'est la recette. Et basique, hein, avec. C'est de la viande blonde. Ça, c'est la viande blonde. C'est pas de la brune. La cuisson est moins poussée. C'est Napoléon qui a initié la culture de la betterave qui a sucrière. poussé à ça.
au moment du blocus, continental, voilà, qui a poussé à ça pour être indépendant des fournitures de sucre des Anglais, des Anglais qui faisaient le trafic de. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors ça, c'est la chicorée. Ça, c'est la chicorée liquide. Liquide. Alors ça, ce qu'est la chicorée, la racine qui a été torréfiée. Et voilà. Il paraît que ça a des vertus digestives, dépuratives. Ça depuis très longtemps. Oui, au départ, c'était une plante d'ailleurs médicinale. Médicinale, les Égyptiens avaient fait ça, etc. Allez, on se met au boulot. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas grand-chose à faire. En effet, pour le moment, Michel fait chauffer un mélange de lait et de crème liquide. Et moi, je m'occupe des œufs en séparant les blancs des jaunes. Vous cuisinez beaucoup, vous? Un petit peu, oui. Ouais, un petit peu, ça sent la litote, ça. Ça sent l'euphémisme, non? C'est ça, non? Avec des amis, on a créé un club de cuisine. Ah bon? Ouais, sans blague. Un club de cuisine. Il y a 20 ans. De cuisiniers amateurs, alors? Amateurs totalement, absolument pas des gens qui sont dans le... Je vais faire avec vous, je vais en faire aussi avec vous, pas de raison, je ne vais pas vous laisser toute seule. Un club de cuisine qui se réunit tous les mois et qui fait des recettes de chefs, ou qui essaye de faire des recettes de chefs, voilà. Et vous vous invitez les uns les autres, c'est ça? Alors on loue une cuisine professionnelle. Ah, carrément! Vous prenez les choses au sérieux. Et femmes et hommes réunis? Hélas, non. Oh non, me dites pas ça. C'est un club d'hommes. Ah, ça y est, on est retourné chez les Basques. Absolument. Entre braguettes. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Les blancs, on va les mettre au réfrigérateur parce que, oui, on peut y aller et puis on va commencer à blanchir. Ok. Alors là... Et là, tu le fais sur le feu, donc c'est ça? Non, à froid. Alors, je fouette, hein, c'est ça. Vigoureusement. C'est ma tâche du jour. Alors, écoute, je ne suis pas forcément la plus musclée des cuisinières. Je peux faire, je peux vous relayer. Ouais, je sens que je ne suis pas à la hauteur. Fatigué, non, mais allez. Alors, oui, c'est vrai que c'est pas la même méthode. Il faut y aller vigoureusement, je pense. Hein, et ça blanchit. Bon, c'est très traditionnel, hein, c'est pas très original comme recette. Pour la peine, je m'attribue d'office une autre tâche. Ajouter la chicorée liquide au mélange de lait et de crème légèrement chauffé. Donc, maintenant, on va verser ça sur ça. Oui, alors là, on va pas trop de deux. D'accord? Tout doucement. Allez-y. Ça doit te faire bizarre de cuisiner avec une nana? Pas du tout. C'est un plaisir. Je mets tout? Tout c'est bon. Voilà. On va presque dire que la recette est presque finie. C'est pas très sorcier. Hein. Ouais. Et on va le verser sur un... Comme ça, pour un petit tamis. Comme ça va supprimer normalement toutes les petites bulles. Il y a une belle couleur. Vous sentez l'odeur? Ce qui est bien dans la chicorée, c'est qu'il y a cette odeur un peu de café, un peu de... Ah oui, et un peu d'amertume en même temps. Bah oui, mais c'est une plante, c'est la même famille que l'endive, la scarole, le pissenlit. Tout à fait. Il y a de l'amertume. Voilà. C'est bon, c'est très bien. C'est prêt et on met au four. C'est parti. Let's go. Hop là. Une bonne heure. C'est fini. Moi, je vais noter tout ça sur mon petit carnet. Pour l'irrésistible crème brûlée à la chicorée de Michel, prenez 70 centilitres de crème liquide, 16 jaunes d'œufs, les blancs pourront vous servir ensuite à réaliser des meringues par exemple, 200 g de sucre, 50 g de chicorée liquide, 15 centilitres de lait et de la vergeoise blonde. Ne reste plus qu'à brûler la crème, Michel en a préparé une par avance qui a refroidi 3 heures et que l'on recouvre de la fameuse vergeoise. Et on la glacera avec ça. Ah, tu as ton fer. Avec un petit fer. À l'ancienne, alors. À l'ancienne, voilà. Allez, on y va. Oui, vas-y. Faut le faire? Non. J'y vais. Allez, c'est parti. Je préfère te voir faire. Moi, j'ai l'habitude du chalumeau. Voilà. Waouh. Ah oui, tu poses à peine, en fait. Hein. À peine. Oui, c'est efficace. Ouais. C'est assez efficace, ouais. Mais on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Et oui. Voilà, c'est terminé. Un dessert fin prêt que Michel nous apportera dans une petite demi-heure pour notre banquet chez un couple d'amis qui a mis son petit coin de paradis en plein cœur de Lille à notre disposition. Sympa les Lillois. Avant de rejoindre nos copains pour notre bouquet final, je voudrais passer par une institution de Lille, c'est peu dire. C'est une poissonnerie bar à huîtres qui s'appelle l'Huîtrière et qui est entièrement décorée de mosaïques d'époque. Et ça fait longtemps, c'est une sorte de fantasme que j'ai envie de visiter, ce qui est probablement la plus belle poissonnerie de France.
Et peut-être qu'on pourrait même acheter un petit quelque chose à grignoter pour notre banquet. Bonjour. Bonjour, Julie. Antoine. Bonjour Antoine. Vous êtes le propriétaire de la... Qu'est-ce qu'on dit? Poissonnerie? C'est une poissonnerie au départ? Au départ, non. Au départ, on vendait des escargots et des huîtres. L'histoire de l'huîtrière, 1906, mon arrière-grand-père vendait des escargots et des huîtres, 6 mois par an, puisqu'il y avait les mois sans air. Et puis la boutique s'est agrandie, la boutique est devenue un restaurant. Et maintenant, on vend du poisson, du saumon fumé, des plats sous vide, quelques spécialités du Nord. Aussi, donc pas un petit peu, voilà. Épicerie fine. Oui, c'est ça, traiteur, poissonnier. C'est un joli mélange. Et alors, ces fresques datent de quelle époque? C'est marqué. 1940. En fait, mon arrière-grand-père fait appel à un peintre très successful à l'époque, qui s'appelle Mathurin Meilleux. Ouais. Et il lui fait réaliser des toiles. Et à partir de ces toiles ont été réalisées les mosaïques et les... Mosaïques, terre cuite et vitraux aussi. Absolument. Qui font que depuis quelque temps, l'huîtrière est inscrite au monument historique. Ça fait un mois. Ah oui, c'est vrai. C'est tout récent. Bravo. Ouais. Je sais plus que justifié. Quelques spécialités du Nord. La croquette aux crevettes. La croquette aux crevettes, ça c'est une spécialité flamande, puisque Lille était la capitale des Flandres. C'est constitué de quoi exactement en dehors des crevettes? C'est une base de sauce américaine. On met un peu de farine, on met un peu de crème, c'est riche. On met des crevettes grises décortiquées. C'est ensuite reconstitué dans cette forme-là. Ensuite, c'est pané et c'est passé à la friteuse et généralement servi avec un petit peu de persil frit. Donc si je vous prends des croquettes de crevettes, faut-il que je les fasse frire au dernier moment? Parce que je suis pas sûre d'avoir vraiment les moyens. C'est mieux. C'est mieux de le faire au dernier moment, mais éventuellement, on peut le faire à l'avance et juste les réchauffer au dernier moment. Ça marcherait? Je les réchauffe au four? Ouais, juste dans un four à 90 degrés, tranquille. Juste maintenant, c'est l'idéal pour moi. Donc, vous m'en mettez, je sais pas, une bonne dizaine pour qu'il y en ait une par personne. Parfait. Un rapide tour en cuisine et je repars avec des croquettes de crevettes qui, je pense, vont en faire saliver plus d'un. Mais avant cela, impossible de résister à la tentation. Donc c'est bien croquant à l'extérieur et à l'intérieur, tendre à souhait. Oh, c'est mortel. Mais il y a du fromage un peu. Ouais. J'ai pas dit tout à l'heure. Sauce américaine, crevettes grises et on a de l'emmental dedans. Ouais. Oh, c'est d'un régressif. C'est magnifique. Alors, est-ce que je peux mettre ça dans un petit sachet? Ouais, on va faire. Une bag, une petite cantine. Et puis, et comme ça, tout le monde va pouvoir en profiter. Ça marche. Si je leur dis que ça vient de l'huîtrière, ils sauront que c'est forcément très bon. Ça va. Parce que moi, je découvre, mais pas les Lillois. Voilà, oh, magnifique, ah oui, c'est comme Noël. un petit cadeau, c'est comme Noël. Voilà, à réchauffer tout doucement à 90 degrés, que ce soit chaud à l'intérieur. Avec respect et amour. Avec respect, amour. Merci Antoine. Ne change rien. Ça va, ça marche. À bientôt, au revoir. Il est grand temps de filer découvrir notre petite maison de ville, lieu des festivités prêtée par des amis de Michel. Ah bah ça y est, je vois Michel. Salut Michel. Bonjour Julie. C'est ici? Oui, c'est chez des amis là. Ouais. Qui ont la chance d'avoir un beau petit jardin. C'est un peu plus grand que chez moi. On va pouvoir déjeuner dehors? C'est un peu plus grand que chez moi et il y a un jardin, donc voilà. Allons-y. On va déjeuner dehors. Allez. Ah oui, c'est exceptionnel ça, au cœur de l'île. C'est sympa, oui. Voilà. Donc dans le jardin, je vais Ouais. peut-être poser les affaires là-dessus. Il y a du vent. Un absent-vol. Nous commençons à dresser la table, ce qui ne manque pas de faire arriver les premiers copains, Florent et Driss, qui, après l'agriculture sauvage, vont se lancer à 4 mains dans une cuisine non moins sauvage. Bonjour Florent. Oh là là, vous êtes venus très équipés. Ouais. Bonjour Driss. Oh, mais dis-moi, t'as fait une cueillette spéciale pour nous? Ben, rentrez les garçons, allez, on y va. La maison est à nous, donc tout à l'heure, merci. La cuisine est en face. Géraldine avec, comme promis, un plateau de fromage, Chantal, la reine du coq à la bière, et Luc, le défenseur du Hochepot, nous rejoignent à leur tour pour mettre à l'honneur les saveurs flamandes. Fromage de la ferme. Bah oui, il y a le choix. Oh là là, c'est l'arrivée des gamelles là. Salut Luc. Ne manquez plus que Bernard, le carillonneur, et l'intarissable Vera, notre historienne amoureuse de sa ville d'adoption. Tu es toujours là. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julie.
C'est gentil d'être avec nous. Bonjour. Bienvenue. Je vous offre quelques douceurs. Oh, mais ça me fait plaisir. Ça, c'est un joli souvenir. Eh bien, écoutez, j'en rapporterai une partie, mais on va quand même le goûter. J'espère. Allez, avec plaisir. Au complet, nous pouvons lancer les festivités avec, pour débuter, la spécialité de l'huîtrière. Allez-y, n'ayez pas peur, hein. Elles vont pas vous manger. Je vais apporter les serviettes. Oh, quel délice. Pendant ce temps en cuisine, les garçons continuent de dresser d'incroyables assiettes colorées. Le jardin est dans l'assiette. Alors, je vais laisser Florent annoncer ce magnifique plat. Merci. Donc on a du chou rave, de la crème bio des Flandres et un mélange de fleurs et d'herbes qu'on peut trouver chez Driss en ce moment parce que chez lui c'est la plus belle jungle que je n'ai jamais vue. C'est un matériau de création pour les chefs finalement, ce que tu produis. Tout ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on met dans les plantes, tu sais que ça va être valorisé. C'est divin, hein? Ah ouais, alors Vera, J'adore. vous adorez? Ah oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, la région peut produire les croquettes de crevettes, qui sont vraiment un symbole historique assez rustique, et en même temps des choses aussi délicates, avec des produits, comme vous l'avez tous dit d'ailleurs, de façon différente, qui sont le moins transformés possible. C'est-à-dire on les valorise, on essaye de les soigner en fonction de leur goût, de leur texture, mais on n'essaye pas de les masquer. C'est ça. Et ce qu'on retrouve dans la cuisine flamande, dans le terroir flamand, dans le patrimoine, c'est des choses toutes simples, mais la boule flamande, les combats de coq. Tiens, voilà justement le coq qui est le vaincu. Là, on mange le vaincu. Le sacrifier. Et vous avez répété tous les deux ou Même pas. Mais rassurez-moi, ces combats de coq, non, parce que moi je suis un peu arriérée là-dessus, mais il n'y en a pas non plus très fréquemment. Si. Ah bon. C'est votre corrida à vous, quoi. Tout à fait. Et le général de Gaulle l'a autorisé à un moment où c'était... une exception culturelle, ouais. Exactement. Parce que ça l'est resté. Aujourd'hui, c'est interdit ailleurs. Oui, tout à fait. Ça dure que quelques secondes, ça va très vite. Oui, ça va très vite. On ne s'acharne pas non plus, hein, Julie. Non, mais bon, voilà, après, c'est comme la corrida, il faut vraiment être issu de la culture, je pense. C'est très bon. Très bien. Le coq maison. Mais vous aimez l'amertume, vous aimez l'aigre, j'ai remarqué. Oui, et vinaigre. Et vinaigre. On met du vinaigre sur nos frites. Sur vos frites. Ah oui, c'est bien meilleur. Comme les Anglais d'ailleurs aussi. C'est ça. Hein. Non, mais c'est eux qui font comme nous. Et ça, c'est parce qu'elles sont indigestes. Ils sont venus une paire de fois voir aussi comment. C'est ça rancune. Oh là C'est grand souper là. Alors, il s'agit donc du hochepot. L'un des plus vieux plats de votre gastronomie. Oui. Et qui est malheureusement assez peu répandu, parce qu'il faut des grandes tablées, parce qu'on peut faire un hochepot que pour une belle tablée. Alors évidemment, Vera, vous connaissiez ce plat et son histoire, parce que je crois qu'elle remonte. Oui, puisqu'on parle déjà au Moyen-Âge du Hutschepotz, et c'est uniquement un plat qu'on remue. C'est ça, hocher, oui. Exactement, l'origine du mot. Et puis, en même temps, ça faisait partie de la tripée, il me semble. Hein. Voilà. Ce sont des plats qui étaient faits lorsqu'il y avait des grandes fêtes, que ce soit des mariages, des événements, des fêtes religieuses. Bon appétit. Mais alors Bernard, est-ce qu'il y avait un plat des carillonneurs traditionnellement? Et les cloches en chocolat, en tout cas. Ah, bien répondu. Un repas qui ne serait pas un festin flamand sans le plateau de fromage apporté par Géraldine, la palette de fromage du Nord étant considérable, quasiment une quarantaine de spécialités. Et pour les boucs à chuc, comme le dit si bien Vera, faisons notamment honneur au dessert de Michel, sa crème brûlée à la chicorée, dont je suis bien curieuse de découvrir le résultat. Je vous sers, hein, je fais comme à la maison. Oui. Et Victor Hugo disait dans sa légende du siècle, le bon flamand, il faut que cela mange. Oui, c'est exactement lui, ça. Le bon flamand. C'est bon. Mais c'est curieux parce que je m'attendais à quelque chose de plus amer. En l'occurrence, c'est très caramel. Mais c'est pas... Il y a l'amertume quand même. Il y a une amertume en fin de bouche, mais enfin, c'est très discret. Puis la cuisson est parfaite. Pas évident à réussir d'ailleurs. Hein. Que c'est bon. Que c'est bon. Tu mérites ton titre de membre du club des... Cucci. Des Cucci. Et alors, ces gaufrettes mertes, qui sont aussi emblématiques de la ville,
Elles existent, elles se font depuis longtemps. C'est une vieille maison, Berthe. La gaufre en elle-même, fourrée ici au sucre à la vanille de Madagascar, elle existe exactement depuis 1849. Mais la gaufre fourrée est arrivée vraiment dans notre région, ici dans le Nord, au 19e siècle, quand d'un seul coup, avec le sucre des betteraves, le sucre est devenu très bon marché. Et finalement, Monsieur Maire, avant d'arriver à Lille, avait beaucoup voyagé dans les colonies et avait amené là des épices et aussi la vanille de Madagascar. Et c'est comme ça, finalement, il a expérimenté, comme vous, je veux dire, avec les nouveaux ingrédients, une gaufre fourrée. Voilà. Et si vous voulez un petit peu de crème brûlée, allez-y. Hein. J'ai goûté. Ça me fait penser à ma grand-mère. Elle faisait aussi. En Flandre, on avait ça les glaces. Il nous faut partir, on va quitter les gaufres et les cochons et les rhinocéros. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens du Nord, ils ont dans le cœur le soleil, qu'ils ont dehors aussi, contrairement à ce que disait Enrico. On doit quitter cette terre de contraste où on sait cultiver l'agriculture sauvage, mais aussi l'agriculture plus intensive et plus productive, où on sait faire la fête et travailler, où on sait préparer des plats extrêmement délicats et des plats plus roboratifs. Bref, il y a tout ici. Je ne sais pas ce que vous attendez pour venir. Salut! Mais en fait, moi, là, parce que j'ai un banquet à faire pour Julie Andrieux. C'est une jolie? Oui. En plus. Souvent, on commence aussi avec une langue. Ouais. Ah, bah ça m'arrange que tu l'aies pas mise, tiens. Ah bon? Un concombre, tu peux en prendre si tu veux. Tu veux? Ouais. Oh. C'est toujours la même chose, hein. Vraiment. C'est génial, ça. Hop.